Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous raconter l'histoire de Christian Dior. Christian Dior est né le 21 janvier 1905 à Granville en Normandie. Dans sa famille, ils sont 5 enfants et Christian Dior est le deuxième. Mais déjà petit, il se différencie de ses frères et sœurs. On va dire qu'ils sont tous très vifs, avec un caractère assez prononcé. Et Christian, lui, c'est le seul qui dénote un peu, il ressemble beaucoup à sa mère en fait. Il est assez timide, il a un visage ovale avec un regard un peu innocent, un peu rêveur. Il est issu d'un milieu très aisé, sa famille possède des usines d'engrais depuis plus de 70 ans. Il grandit dans une villa face à la mer, sa famille a des domestiques, une gouvernante, un jardinier, enfin vraiment la vie est belle quoi. Il est très proche de sa mère qui le comprend en fait, vu qu'ils ont la même sensibilité. Ils sont très proches, très fusionnels et elle lui transmet ses passions, notamment celle des fleurs et du jardinage. Il passe tout son temps dehors, il apprend auprès du jardinier d'ailleurs qui lui transmet sa passion et il devient très doué. Christian Dior a seulement 6 ans quand la famille déménage à Paris. Ils viennent s'installer dans le 16e pour les affaires. En fait, il découvre un peu la vie en ville et il adore ça. D'ailleurs, les parents de Christian, donc monsieur et madame Dior, sortent souvent le soir et Christian, il adore assister à leur départ parce que c'est une vraie cérémonie, comme une démonstration d'élégance en fait. C'est toujours des longs gants difficiles à mettre, on boutonne un par un, son père fait toujours un petit baiser sur la main, on met le gros manteau de fourrure. Et d'ailleurs, Dior dira plus tard: je remercie le ciel d'avoir vécu à Paris les dernières années de la belle époque. Elles m'ont marqué pour la vie. J'en garde l'image d'un temps heureux, tranquille, où tout n'était fait que pour le bonheur de vivre. L'avenir semblait ne pouvoir apporter que davantage d'aisance. Mais vient juillet 1914, les Dior sont en vacances dans leur villa à Granville et tout se passe bien, tout le monde est persuadé que dès le mois de septembre, ils seront de retour à Paris pour la rentrée. Mais le 2 août, le tocsin sonne sur la côte et la guerre est déclarée. Très vite, tous les secteurs d'activité sont réquisitionnés pour participer à l'effort de guerre et le père de Christian va superviser dans ses usines toute la nouvelle production d'explosifs. La mère de Christian aussi va énormément participer à l'effort de guerre. Elle va s'occuper de rassembler plein de femmes en fait pour préparer des colis à envoyer aux soldats sur le front. Elle va aussi s'inventer infirmière de jour, de nuit, enfin vraiment elle va travailler par tous les temps et pendant toute la guerre. Et Christian en soi, lui il est plutôt tranquille parce que en fait il est trop petit pour avoir un rôle vraiment important à l'arrière du front. Et du coup, il continue d'aller à l'école, mais le programme est plus que léger. Je pense qu'il réalise à moitié ce qui se passe. Parce que d'un côté, son quotidien est devenu hyper violent. Tous les jours, il voit des soldats partir à la guerre, il voit des blessés revenir, il voit tout, il entend tout, on parle que de ça. Et de l'autre, ça reste un enfant de 10 ans qui perçoit pas tous les enjeux de la guerre à ce moment-là. Et pour lui, il est persuadé que la France va gagner quoi. Ses grands frères décident de s'engager, mais la bataille de la Somme à laquelle il va participer va être une catastrophe. Il va voir tous ses camarades mourir au front, il va revenir traumatisé quelques semaines après. D'ailleurs, il restera traumatisé toute sa vie et il finira en asile psychiatrique. À l'âge de 14 ans, Christian Dior va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. C'est au cours d'une kermesse au profit des soldats de la Première Guerre mondiale. Il va rencontrer une bohémienne qui vend des bracelets et grâce à elle, il va devenir extrêmement superstitieux. Et un soir, comme ça, elle va lui lire les lignes de la main et alors qu'il a seulement 14 ans, elle va lui faire une prophétie. À un moment donné dans sa vie, il va se retrouver ruiné, sans argent, mais que les femmes lui seront bénéfiques et que c'est par elles qu'il réussira. Alors nous, aujourd'hui, ça paraît évident, on comprend ce que ça veut dire, mais je pense qu'à 14 ans, il a dû se dire, mais ok, enfin, bizarre quoi. Mais il le garde dans un coin de sa tête. Et à partir de ce moment-là, il va devenir extrêmement superstitieux. Il va collectionner les talismans, il va aller voir les gens qui tirent les cartes du tarot, il va se fier à la forme de la lune, à la forme des vagues. Vraiment, mais pour lui, tout est un signe quoi. Tu vois, ton pote relou qui est hyper superstitieux, et Christian Dior c'est pire. Genre vraiment, il est extrêmement superstitieux et il prend pas une décision sans aller consulter une voyante, sans aller faire un truc bizarre quoi. Après l'armistice, la paix revient et tout le monde s'imagine que la vie va reprendre là où ils l'ont laissé le 2 août 1914.
Christian Dior a 15 ans quand il revient à Paris et il est hyper heureux de rentrer à Paris, de retrouver sa vie d'avant. Voilà, maintenant c'est un ado, il a plus envie d'entendre parler de la guerre, de rations, de je sais pas quoi. Voilà, lui il veut juste vivre sa vie et être heureux quoi. C'est l'époque dite nègre qui est synonyme de liberté, d'insouciance, c'est les années jazz, le début du charleston, du foxtrot. C'est une époque un peu rebelle en fait où il y a une espèce de rage de vivre ambiante. Tout est prétexte à la liberté et chacun fait un peu ce qu'il veut quoi. Christian Dior parvient malgré toutes ses distractions à passer son bac. Il vient le moment de choisir les études supérieures. Lui qui est attiré par les belles choses, il veut se lancer dans l'architecture et donc il propose à sa famille les beaux-arts. Mais sa famille refuse, c'est même pas discutable, c'est non, mon fils tu feras pas les beaux-arts, tu feras Sciences Po. Mais Christian Dior se résigne parce qu'il sait que ça sert à rien de batailler, voilà, il va faire Sciences Po, tant pis, et il va le faire le plus vite possible, comme ça il est débarrassé de ses obligations et après il fera ce qu'il voudra. D'un côté, il y a les bonnes études pour faire plaisir à la bonne famille, et de l'autre il y a sa vie de fêtard, il sort tous les soirs dans les bars, il fait des soirées dansantes, il a beaucoup d'aventures amoureuses, enfin vraiment il s'amuse comme il peut quoi. Mais même si Christian Dior n'aime pas ses études, il travaille quand même. Et c'est grâce à tous ses cours sur les bourses, la monnaie, l'échange, tout ça, qui va devenir un homme d'affaires redoutable. Et d'ailleurs il développera sa maison de couture plus loin et plus rapidement qu'aucun autre couturier avant lui. Du côté de sa vie sentimentale, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'à l'époque, l'homosexualité dans la société, ça n'existe pas. En fait, il n'y a clairement pas de place pour ça. À l'époque, si t'es gay, tu dois vivre caché. Voilà, c'est comme ça, c'est dans les mœurs. Et pour Christian Dior, lui qui est issu d'une bonne famille, qui a vraiment une place dans la société, tout ça, il vaut mieux pour lui que son secret reste bien caché parce que sinon ça ferait scandale. Avec un de ses amis qui s'appelle Jacques Bonjean, ils vont décider de monter leur galerie d'art. On le sait, Christian Dior il a la fibre artistique, il aime tout ce qui est beau, tout ça, mais il se cherche encore un peu professionnellement quoi. Il sait pas vraiment ce qu'il veut faire de sa vie quand il aura fini Sciences Po. À l'époque, le marché de l'art s'envole et lui qui travaille dans tout ce qui est finance, investissement, tout ça, il voit clairement une occasion. Dans cette galerie d'art qui ne va durer qu'un an, Christian Dior a affaire à des clients très fortunés. Cette expérience, mine de rien, va lui permettre de découvrir ce que c'est de travailler dans le luxe, d'avoir une clientèle hyper exigeante. Il s'en sort plutôt bien jusqu'au crash de Wall Street en octobre 1929. Il faut savoir que 2 semaines avant le crash de Wall Street est mort Diaghilev. Alors je vous en avais parlé dans la vidéo sur Chanel. C'est un des très proches amis de Chanel. Diaghilev à la base c'est un critique d'art mais qui a été vraiment connu pour avoir fondé les ballets russes. Il a fait émerger énormément de danseurs et de chorégraphes. Enfin voilà, Diaghilev est vraiment une figure de l'art à cette époque-là. On a aussi perdu Jacques Doucet. À l'époque, c'était un couturier très connu qui était aussi collectionneur d'art. Donc voilà, on a 2 morts dans le monde de l'art et de la couture en l'espace de 2 semaines. Puis vient le crash de Wall Street avec la bourse en chute libre. Et pour Christian Dior, il n'en faut pas plus. L'univers lui envoie un signe. Donc il se remet en question, mais pas trop quand même. En tant qu'enfant gâté qui a séché Sciences Po, il se persuade dans sa tête que les actions vont remonter et que ça va aller. Mais l'univers n'a pas dit son dernier mot et au retour de ses vacances, il rentre chez lui et il découvre un miroir qui s'est décroché et qui s'est brisé par terre. Alors là, c'est le signal d'alarme pour Christian Dior. Un miroir brisé, c'est 7 ans de malheur. Vous savez quoi? C'est exactement ce qui va se passer. Bon, déjà, je peux vous dire que la galerie d'art va fermer. Enfin, voilà, il n'y a plus de clientèle, c'est la faillite. Et puis on a Madame Dior, donc la mère de Christian, qui s'est jamais vraiment remise de l'internement de son fils en asile psychiatrique. Elle se sent impuissante et elle passe par toutes les phases. Le déni, la culpabilité, la colère. Et même si elle s'efforce de garder la face en public et de ne rien laisser paraître de sa dépression, elle tombe malade au printemps 1931. Elle a une sorte d'endométriose avec des complications graves et assez rares, il faut le dire. S'ajoute à sa maladie une infection des tissus qui va se répandre par le sang dans tout son organisme et ça cause un effondrement de ses fonctions vitales. On est en mai 1931, les antibiotiques n'existent pas encore et Christian Dior perd sa maman alors qu'il n'a que 26 ans. Lui qui est si sensible, si proche de sa mère, il est anéanti. Il perd son idole, il perd la femme qui le comprenait le plus au monde, celle qu'il admire depuis qu'il est tout petit. Et d'ailleurs, il préférera oublier sa maladie
et il dira toute sa vie qu'elle est morte de chagrin. Après la mort de sa mère arrive la ruine de son père. Et ouais, 7 ans de malheur, c'était pas des blagues. En fait, il a voulu faire fructifier les bénéfices de son entreprise et il a acheté des terrains à Neuilly. Alors en soi, l'idée n'est pas bête. D'ailleurs, les terrains qu'il a achetés sont ceux où aujourd'hui se trouve l'hôpital américain à Paris. Mais bref, lui, il voulait y faire construire 4 immeubles luxueux. En tout cas, lui, il y croit dur comme fer et il s'organise du coup, vu qu'il sait qu'il n'y a aucun de ses fils qui va reprendre l'entreprise familiale. Ben, il délègue ses responsabilités, il crée sa société immobilière et il compte sur son portefeuille d'actions parce qu'il a des actions en bourse et il en a beaucoup. Si jamais quelque chose devait mal tourner, voilà, il a toujours ça quoi. Sauf que souvenez-vous, la bourse s'est effondrée, ses actions perdent de la valeur, il se retrouve dans l'incapacité de rembourser ses énormes emprunts et c'est la ruine. Il revend tous ses biens à perte, même l'entreprise familiale Dior. Et tout ce qui reste de la famille va se réfugier en Normandie, sauf Christian bien sûr qui reste à Paris. Et pour lui la situation devient très compliquée, il va dormir à droite à gauche entre des chambres de bonne pas chauffées, il va squatter chez des amis. Enfin franchement la vie est difficile, c'est la galère quoi. À force de repas sautés, d'angoisse, de stress familial, il finit par tomber malade. À 30 ans à peine, il a tous les symptômes de la tuberculose. Donc c'est grosse fièvre, tout chronique, sueur nocturne, amaigrissement, la totale. Il fait des examens et le verdict est sans appel, ses poumons sont gravement atteints. À l'époque, les antibiotiques ne sont toujours pas au point, même si c'est en cours. Son traitement consiste à aller s'isoler dans une maison de santé, loin de la ville, respirer l'air pur, prendre des bains de soleil, enfin voilà. La sécurité sociale n'existant pas bien sûr à l'époque, c'est tous ses amis qui se sont cotisés pour lui payer son traitement. Après 6 mois de traitement en Catalogne, ses forces reviennent, mais cette retraite prolongée loin de Paris lui rappelle que ce besoin qu'il a de toujours créer quelque chose et du coup il rentre à Paris pour se mettre au travail. Jusque-là, Christian Dior, il a mené une vie de loisir. Il a développé un peu ses tendances artistiques avec sa galerie d'art, mais en soi, il n'a pas travaillé. Donc là, maintenant, il s'agit de trouver du travail. Et il a de la chance, parce que de retour à Paris, c'est un de ses amis, Jean, qui va lui proposer de l'héberger, en fait, de partager son appartement. Et Jean, il dessine pour la mode. Donc dessiner pour la mode, à l'époque, c'est un peu auto-entrepreneur, si je puis dire. Tu dessines des croquis en fait de couture et tu vas démarcher les couturiers et tu leur vends ton croquis et si ça leur plaît ils achètent ton modèle et peut-être même que ton modèle verra le jour. Connaissant le goût de Christian pour les déguisements et sa facilité à les confectionner, c'est Jean qui propose à Christian « mais pourquoi tu ferais pas comme moi ?» Christian se met au travail, il va s'enfermer dans l'appartement et pendant plusieurs jours il va dessiner pour essayer de sortir quelque chose de bien. Jean va choisir un croquis en lequel il croit et il va aller le vendre, en fait il va aller le présenter comme si c'était lui qui l'avait dessiné. Et ça marche, il vend son premier croquis 120 francs. Donc Christian est trop content, mais il sait qu'il y a beaucoup de travail, donc il va persévérer dans cette voie et il se remet au boulot. Il va dessiner comme ça des centaines et des centaines de dessins. Il s'efforce d'apprendre, de comprendre comment ça marche, la couture. Il va même créer toute une collection en copiant les postures des mannequins sur les magazines. Et il passe comme ça 2 ans à dessiner. Il a le soutien de ses amis qui lui montrent, qui lui apprennent. Et il vend des petits croquis comme ça pour la mode, ce qui lui permet de vivre modestement. Et pendant tout son apprentissage, il garde un œil attentif sur ce qui se passe dans la mode actuelle. Il assiste à des défilés, d'ailleurs il admire Coco Chanel. Et peu à peu, les maisons de couture connues commencent à acheter les croquis de Christian Dior. Petit à petit, il se fait un nom comme ça dans le monde de la mode. Donc il commence à sortir la tête de l'eau forcément puisque ses croquis se vendent de plus en plus cher. Et il part s'installer à l'hôtel de Bourgogne. Puis apparaît dans la vie de Christian un certain Robert Piguet. C'est le fils d'un banquier suisse qui possède une maison de couture avenue Montaigne. C'est quelqu'un qui sait très bien s'entourer, il est un peu connu dans le milieu comme dénicheur de talent et c'est lui qui va proposer à Christian Dior son premier vrai emploi dans la haute couture. Et Christian va travailler comme ça pendant 2 ans pour Robert Piguet. Il va participer à la réalisation de 3 collections et d'ailleurs il en gardera un très bon souvenir. Puis vient le 3 septembre 1939, c'est une belle journée ensoleillée et c'est ce jour que l'on a choisi pour déclarer la guerre à l'Allemagne. Christian Dior, lui, il est dans le sud, donc il se prélasse au soleil. Mais le tocsin sonne pour la seconde fois dans sa vie et du coup il faut rentrer à Paris. La mobilisation pour participer à l'effort de guerre se met en place.
mais on manque de bras à l'agriculture. Et donc il y a 250 000 hommes qui vont être envoyés pour travailler la terre, dont Christian Dior, qui se fait une joie de ne pas aller au front déjà, et de retrouver surtout le travail de la terre qu'il a tellement aimé dans son enfance, avec les jardins, tout ça. Là il y retourne, mais pour l'agriculture cette fois-ci. Il s'occupe de la germination des plantes, des fruits, des légumes, et honnêtement, il ne pouvait pas rêver meilleure place pour participer à l'effort de guerre. Ça lui correspond à 100%. À l'arrière de la guerre, le spectacle parisien continue, étonnamment. Depuis toujours, la mode française ne semblait pas intéresser plus que ça nos pays voisins. Mais vous allez voir que ça va changer. On sent, dans la haute couture parisienne, le vent tourner. Déjà, on réduit les budgets. Il n'y a plus 1 centimètre de tissu superflu. On se recentre sur l'utile. Presque toutes les robes sont fendues sur le côté pour permettre aux femmes de monter à vélo. Les noms des robes et des couleurs sont en rapport avec la guerre. D'ailleurs, l'idée générale qui règne dans la haute couture, c'est cette citation de Vogue. Si nous chantons, c'est qu'en aucun cas nous devons nous laisser aller aux sanglots et aux larmes, car il faut de l'enthousiasme et de la foi pour vivre encore une journée dans la nuit. Donc, on fait vivre la haute couture avec peu, mais on la fait vivre malgré tout. On voit beaucoup de grandes maisons de couture fermer leurs portes, notamment celle de Chanel. La France se fait envahir, les migrations commencent vers l'ouest, puis vers le sud. Le maréchal Pétain fait son coup d'état, il veut révolutionner la France, travail, famille, patrie. Et l'Allemagne réquisitionne plus de la moitié de notre production nationale dans tous les secteurs. L'ennemi convoite notre patrimoine culturel et la haute couture va résister tant bien que mal entre Berlin qui veut la posséder, tout simplement, et Vichy qui veut la limiter. Christian Dior, lui, se trouve en zone libre, et ça tombe bien parce que sa famille aussi. Ils se sont réfugiés chez une amie, mais ils survivent difficilement puisqu'ils sont quand même nombreux. Ils sèment des légumes pour essayer d'aller les vendre sur le marché. Je pense qu'on n'imagine pas ce que c'est de vivre à cette époque-là pendant la guerre. Dans le livre que j'ai lu, c'est vraiment raconté comme un espèce de méga confinement de 4 ans quoi. En fait, ils sortent peu, ils travaillent la terre toute la journée. Une de leurs seules distractions, c'est la radio, avec les discours du maréchal Pétain, donc paye ta distraction. C'est déprimant quoi, et ça devait leur paraître interminable, 4 ans. Et à côté de ça, on a Robert Piguet qui envoie un courrier à Christian Dior et qui lui demande de remonter à Paris et de reprendre sa place dans la maison de couture parce que y a du travail malgré tout. Mais Christian Dior prétexte les récoltes pour rester dans le sud parce que toutes les rumeurs qu'il entend sur la haute couture à Paris lui font assez peur et du coup il préfère rester caché. À Paris, les Allemands, qui sont clairement jaloux de notre savoir-faire, font une perquisition dans la chambre syndicale de la couture et le Reich met la main sur la totalité du fichier des acheteurs étrangers. Ils comprennent du coup l'impact de la haute couture française et ils décident de s'en emparer bien sûr. Donc ils vont essayer d'intégrer la haute couture française dans un organisme allemand dont le siège se trouverait à Berlin, bien évidemment. En gros, ils vont fortement inciter les créateurs de mode français à venir s'installer en Allemagne. Donc évidemment, ils leur font des offres alléchantes et tout. En fait, ils veulent simplement déloger la haute couture française en Allemagne pour que les ateliers parisiens ne fournissent plus que leur main-d'œuvre en fait, leur savoir-faire. Ils veulent que, je cite, la mode parisienne passe par Berlin avant qu'une femme de goût ne puisse la porter. C'est une plaisanterie. Malheureusement, non, mais notre héros, c'est Lucien Lelon. Il est président de la chambre syndicale de la haute couture, donc il s'est fait perquisitionner, et il va être extrêmement clair. Vous pouvez tout nous imposer par la force, mais la haute couture parisienne ne se transfère ni en bloc, ni dans ses éléments. Elle est à Paris où elle n'est pas. En fait, ce qu'il faut comprendre là, c'est la dimension politique qu'a pris la haute couture parisienne à ce moment-là. Si Lucien Lelon et les créateurs de mode à l'époque ne s'étaient pas battus, peut-être qu'aujourd'hui, Chanel et Dior, ce seraient des maisons de couture allemandes. Les Allemands, ils sont pas fous. S'ils veulent posséder la haute couture française, c'est forcément qu'elle a de la valeur. Et le tour de force de Lucien Lelon, à ce moment-là, c'est la négociation. Parce qu'il a bien compris que quand on dit non aux Allemands, ils viennent prendre par la force. Donc il ne faut pas seulement les renvoyer sur les roses, il faut les faire changer d'aide. Il va donc monter à Berlin et il va expliquer aux Allemands, tout simplement, que chaque pays a le droit de créer sa mode et il leur démontre
que s'ils veulent dominer la haute couture, c'est pas en volant le travail des autres, mais c'est en étant de véritables concurrents. Et il parvient à les convaincre, la haute couture restera saine et sauve à Paris. Mais c'est pas pour autant qu'elle se porte bien. En réalité, la haute couture française va très mal, rien qu'en termes de budget, parce qu'elle est extrêmement limitée. Lucien Lelon va alors lancer une vaste campagne publicitaire, je pense qu'ils mettent les derniers sous dans la campagne publicitaire, pour montrer au monde entier et surtout aux Allemands que la haute couture française est en pleine effervescence, qu'elle regorge d'idées, que son avenir est prometteur. Pour contre-attaquer, les Allemands, qui possèdent une énorme partie de la production française, je vous le rappelle, vont limiter le nombre de tissus par maison. Ils vont limiter le nombre de modèles à 75 par défilé. Ils vont interdire les exportations. Ils vont même mettre en place une carte d'habillement qui te disent que tu as le droit de porter en gros. Bref, ils vont nous mettre des bâtons dans les roues, parce que c'est des rageux. Mais ce qu'il faut retenir de cette sombre période, c'est que la haute couture tient bon, que les créateurs de talent et que leur personnel qualifié n'ont pas disparu et que la haute couture parisienne est encore bien là. En automne 1941, ça fait déjà 2 ans que la guerre a commencé, Christian Dior remonte à Paris. Quand il arrive dans les ateliers de Robert Piguet, et il constate qu'il a embauché quelqu'un pour le remplacer. En fait, il n'a pas pu se permettre d'attendre Christian, parce que il a quand même énormément repoussé son retour. Et il va aller travailler chez Lucien Lelon, notre héros, qui est très réputé pour la technicité de ses créations. Il rentre chez Lucien Lelon en même temps que Pierre Balmain et ils vont devenir très amis. Et d'ailleurs, même quand ils seront chacun à leur compte, ils resteront toujours très amis. Il n'y aura jamais de rivalité entre eux, rien que leur amour pour la couture. Et puis tout s'accélère. Les Allemands, qui devaient sentir à mon avis que la fin était proche, décide de mettre les bouchées doubles, voyant bien qu'il n'arrive pas à contrôler la haute couture française. Il décide encore de la restreindre, d'y mettre des nouvelles règles. Un point de non-retour semble être atteint, c'est le bord du craquage pour tout le monde, quand survient enfin la libération. Sauvée de justesse d'un anéantissement définitif, la haute couture va pouvoir reprendre sa place dans l'économie française. Paris restera Paris. Ça fait bientôt 10 ans que Christian Dior travaille dans la mode, dont 4 chez Lucien Lelon. Là-bas, il gagne bien sa vie, il fait ce qu'il aime sans avoir trop de responsabilités. Il n'a pas de rôle public et ça l'arrange bien, lui qui est un éternel timide. En soi, c'est un bon deal pour lui. Il est bien planqué là-bas. Avec le temps, il est devenu très ami avec Lucien Lelon, mais surtout avec Pierre Balmain. Et j'insiste parce que c'est très rare dans la haute couture d'avoir une amitié entre 2 créateurs aussi complète. Mais ils sont quand même très différents. Christian Dior, lui, il est très doux, très silencieux, presque effacé. Pierre, lui, déjà, il est grand et musclé, donc il en impose physiquement. Et puis lui, il attrape les tissus à pleine main, il crée en direct, c'est un vrai spectacle quoi. Et d'ailleurs, il a une ambition très définie, il rêve déjà du jour où il pourra créer une maison de couture à son nom. Pour Pierre Balmain, travailler chez Lucien Lelon, c'est clairement une étape dans sa carrière, mais c'est pas du tout l'objectif. Et d'ailleurs, c'est lui qui va souffler à Christian Dior l'idée, et ça va être le premier en fait à le pousser et à lui dire mais fais comme moi en fait, crée ta maison de couture. Par une belle journée au printemps 1946, Christian Dior va faire plusieurs rencontres sur le même trottoir. Le genre de truc qui n'arrive qu'une fois dans la vie. D'abord, il croise un ami d'enfance. Il le connaît de son village natal, donc de Granville en Normandie, et ça fait des années qu'ils se sont pas vus. Georges est directeur de la maison de couture Gaston, donc déjà la coïncidence est folle. Mais en plus, il cherche un modéliste de talent pour redonner un nouveau souffle à la maison en fait. Dis-moi Christian, tu connaîtrais pas quelqu'un toi de très talentueux qui dessine pour la mode là comme ça? Christian, non, désolé, y a rien qui me vient à l'esprit, je sais pas quoi. Et il est sincère, en fait il est tellement modeste qu'à aucun moment ça lui vient à l'esprit de proposer son nom. Quelques minutes plus tard, il marche encore là sur son petit trottoir et il tombe sur un de ses anciens copains avec qui il allait souvent à la plage. Il parle, bref. Christian, dis-moi, tu connaîtrais pas quelqu'un qui crée pour la mode avec une identité un peu différente et tout, on cherche quelqu'un qui a du talent. Ah je suis embêtée, je suis vraiment désolée là, comme ça j'ai pas de nom qui me vient, vraiment je sais pas quoi. Bon, il continue son chemin et enfin, alors ne me demandez pas comment ni dans quel sens il marchait, mais il recroise son pote de tout à l'heure qui cherchait quelqu'un pour la maison Gaston. Ça va, vous suivez. Et évidemment, en un quart d'heure, il a pas trouvé le couturier qu'il cherchait, mais cette fois-ci, Christian va répondre: après tout,
pourquoi pas moi? Avec son air vraiment innocent, il réalise pas encore qu'il vient d'engager toute sa vie et toute son énergie. Mais rien n'est fait parce qu'il va devoir rencontrer un géant du milieu, Marcel Boussac. Que je vous parle brièvement de lui parce qu'il faut quand même qu'on se rende compte de qui c'est. Marcel Boussac, c'est quelqu'un qui travaille dans la mode depuis plus de 40 ans. Il a un flair exceptionnel. Tout ce qu'il entreprend réussit. Son père était marchand de textile. Marcel Boussac commence à travailler à l'âge de 18 ans avec son père et c'est lui qui pressent d'avance le rôle que va jouer la couleur dans la haute couture. Il prépare dans l'entreprise de son père toute une collection de coton clair et multicolore. C'est lui qui à l'âge de 18 ans seulement va faire bouger les choses dans le monde de la mode grâce à sa collection de coton multicolore et c'est un véritable succès. En un mois, il vend 700 000 mètres de coton coloré. C'est énorme. Bref, à l'âge de 25 ans, il est millionnaire. Il investit dans la bourse et ça marche. Grâce à ça, il crée les plus grandes écuries de course du monde et ses chevaux gagnent les plus grands prix, bien sûr. Pendant la crise de 1929, quand le père de Christian il a fait faillite, Marcel Boussac, c'est là où lui, il a encore plus fait fortune. Il a racheté 15 usines de textile plus une usine d'imprimerie. C'est un homme qui se tient au courant de la mode vu que c'est un fabricant de tissus et c'est d'ailleurs ça qui l'a poussé à investir dans la maison Gaston quelques années plus tôt. Bon, revenons en juillet 1946. Christian Dior arrive dans les bureaux de Marcel Boussac et c'est pas compliqué, tout est impressionnant. Il est ultra intimidé quoi. Il arrive et tout de suite, dès qu'il entre,